Comme vous l'aurez sans doute compris avec ce titre très subtil, aujourd'hui, on investit. En ce début d'année, il me reste pas mal de liquidités que je vais allouer avec vous sur certaines positions. Comme je vous le disais dans mon bilan 2023, que vous pouvez retrouver juste ici, je vous conseille d'aller le voir, il y a pas mal d'informations sur mon patrimoine, sur la monétisation YouTube et plein d'autres sujets. Et comme je vous le disais dans cette vidéo, une des erreurs que j'ai fait en 2023, c'est peut-être de garder un petit peu trop de cash. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une réallocation et je vais placer des ordres pour acheter des actions qui m'intéressent. Et la première action dont on va parler, c'est Verallia. Verallia, c'est un producteur d'emballage en verre, donc rien de bien mirobolant, comme par exemple un LVMH, mais c'est un business qui reste intéressant et surtout, c'est une entreprise qui a revu ses positions, qui a revu sa stratégie, notamment par un changement de management et qui aujourd'hui promet de très belles choses, du moins c'est la conviction que j'ai personnellement. À l'heure actuelle, vous voyez qu'on est sous-évalué. Moi, je suis rentré à 32 € et j'aimerais augmenter ma position sur ce dossier que je trouve très intéressant. Vous voyez que en termes de profitabilité, on est largement au-dessus de ce qui se fait dans le secteur d'activité. Ça veut dire que c'est une société qui fait plus de marge et qui a un return on equity qui est plus important que ses concurrents, donc qui a un avantage concurrentiel. On n'a aucun warning, on a un medium et 4 good signs, donc c'est une très bonne chose. On peut aller voir de quoi il s'agit. Vous voyez que en termes d'expansion, on a des chiffres qui sont intéressants. Puis après, le reste, il n'y a rien de bien inquiétant. C'est pas des choses cruciales. Donc si on revient à notre tableau de bord, vous voyez qu'en termes de valorisation, donc, on est sous-évalué. C'est une action qui n'a jamais été très surévaluée. Donc par rapport à la croissance potentielle de l'entreprise, de ses marges, de son return on equity, etc., vous voyez qu'on est sous-évalué. Et moi, j'ai la conviction qu'avec tous les changements qu'il y a eu dans l'entreprise ces derniers temps, c'est une entreprise qui va continuer de croître. C'est tout à fait possible, si on a une légère récession à la place du soft landing qui est annoncé par la Banque centrale notamment, c'est tout à fait possible qu'on corrige légèrement, mais pour moi, 32 €, c'est déjà un très bon point d'entrée et vous allez voir sur quel palier je vais recharger juste après. Vous voyez que globalement, on a un revenu qui est en croissance, une dette qui est en légère baisse et qui est plutôt maîtrisée. C'est une entreprise qui a besoin d'équipement, donc forcément, elle investit. Donc actuellement, sur Verallia, j'ai placé 2 ordres d'achat. Un juste au-dessus de 33,78 et un juste au-dessus de 31,60. Ensuite, j'hésiterai pas à recharger si on devait revenir finalement sur les 30 €. J'ai pas encore placé l'ordre, mais voilà. C'est 3 paliers sur lesquels je vais recharger cette action. Pour rappel, ces vidéos, c'est pas des conseils en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir et mon propre parcours en tant qu'investisseur particulier. Donc, pour résumer, Verallia, c'est un leader européen. Il faut savoir qu'effectivement, son secteur d'activité, il est concentré sur l'Europe. On est sur donc un leader qui a un return on equity qui est excellent par rapport au secteur d'activité et qui est excellent tout court. Donc, une société qui est rentable. Le dernier point qui reste très important pour moi, c'est de ne pas surpayer une action. Et vous voyez qu'à l'heure actuelle, on est plutôt sous-évalué. Donc pour moi, c'est des très bons points d'achat. Je suis curieux de connaître votre action favorite sur PEA. Alors s'il vous plaît, si vous pouvez mettre une ou deux actions qui vous semblent super solides dans les commentaires, ça m'intéresse. J'irai les analyser, évidemment. Donc n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Ensuite, ça va peut-être pas vous étonner, mais je persiste sur Pernod Ricard. J'ai un PRU qui est aux alentours des 160. On est un petit peu en dessous actuellement. Et c'est une position que je vais recharger. Vous allez voir avec une petite zone d'attention. Vous le verrez dans l'analyse technique juste après. Mais vous voyez qu'on est quand même sur une action qui est très bien notée, une action qui est rentable, qui est leader sur son marché. Vous savez, c'est mes critères d'investissement. On a un ROE qui n'est pas exceptionnel si on compare à l'économie globale. En revanche,
par rapport au secteur d'activité, c'est un ROE qui est très, très correct. Vous voyez qu'on est très largement sous-évalué. Il faut aussi prendre en compte que c'est un secteur d'activité qui peut faire polémique, on parle d'alcool. Une entreprise qui a un positionnement en termes de qualité, pas luxueux, mais qui a un positionnement haut de gamme. Et ça, vous savez, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que notamment, ça permet d'augmenter les marges. Il y a un pricing power de la part du portefeuille de marque de Pernod Ricard qui est important. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Et quand l'économie va commencer à aller mieux, d'ici 1, 2, voire 3 ans, c'est une entreprise qui, pour moi, aura tout à fait sa place dans mon portefeuille. Surtout qu'actuellement, je trouve qu'on est quand même sur un pessimisme exagéré vis-à-vis de Pernod Ricard, parce que, hormis effectivement une dette qui est assez importante, on le verra tout à l'heure sur Zone Bourse, on a quand même un revenu qui est en croissance, qui est même en forte croissance ces derniers temps, alors qu'il était stable les dernières années, et donc c'est quand même des indicateurs qui sont positifs. Vous voyez qu'on a des marges qui sont actuellement stables, c'est notamment dû aussi à l'inflation qui a aussi impacté le secteur, donc il y a eu des difficultés notamment en termes de pricing power à augmenter les marges. Pour moi, au vu de la conjoncture actuelle, c'est pas quelque chose qui est inquiétant. Si elle venait à plus diminuer, effectivement là on pourrait commencer à se poser des questions. Et en revanche, vous voyez qu'on a un leverage qui est en diminution, qui est en dessous de 3. Personnellement, j'aimerais bien que la société arrive à le descendre encore un petit peu, mais on a un leverage qui est contrôlé, qui n'a pas toujours été contrôlé, vous le voyez en 2020, notamment pendant la période Covid, mais on a réussi à diminuer ce leverage, et donc ça devrait continuer dans ce sens, du moins c'est l'un des objectifs de l'entreprise, et donc on a quand même une dette qui est plutôt maîtrisée. Un autre point d'attention, ça va aussi être la trésorerie. Il va falloir que l'entreprise réussisse à justement augmenter sa part de trésorerie par rapport à la dette. Donc voilà, Pernod Ricard, une société qui pour moi est malmenée, notamment vis-à-vis du contexte économique, ce qui est tout à fait normal, mais qui a un potentiel de reprise qui est très important. Ensuite, si on regarde en termes d'analyse technique, je vais vous la mettre en plus grand. Hop là. En termes d'analyse, vous voyez qu'en daily, on est en train de break un niveau qui est important. Il va quand même falloir attendre la clôture journalière. Peut-être que les acheteurs vont se réveiller et vont réussir à faire remonter un petit peu la bougie jusqu'ici. C'est pas grave si on a une mèche en dessous. Mais ce qu'il faudrait, c'est pas qu'on clôture en bas. Et aussi en weekly, d'autant plus important. Il faudrait qu'on arrive à maintenir ce niveau. Donc rien n'est fait pour l'instant, mais je vous avoue que je vais attendre la clôture de cette semaine notamment avant de placer des ordres. Je vais être assez patient. Effectivement, si on venait à break plus fortement, mes ordres seront plus bas. Je positionnerai des ordres notamment aux alentours des 132, mais si on regarde en daily, j'aurai quand même un ordre avant aux alentours des 138. Vous voyez quand même qu'on a un support baissier. Tant qu'on ne le break pas, ça reste positif. Si on venait à le break par le bas comme on est en train de le faire là, je vous le dis, il faut quand même encore attendre la clôture. Ça pourrait être signe qu'on redescende beaucoup plus bas. Vous voyez qu'on n'a pas grand chose entre tout ça. Et on a certainement un gap ici qu'il va falloir aller combler. Donc je reste patient sur le dossier Pernod Ricard, mais j'ai espoir de pouvoir en racheter plus bas. Et notre troisième action, c'est Capgemini. Alors, si jamais pour ceux que ça intéresse, il y a un lien dans la description, un lien de parrainage justement pour utiliser Guru Focus. Donc c'est l'outil que j'utilise actuellement. Au départ, vous avez une version gratuite pendant, si je vous dis pas de bêtises, ça doit être 7 jours. Et ensuite, il vous faut un abonnement, sinon vous n'avez plus accès à tout ça. Donc si vous voulez, il y a un lien de parrainage juste en dessous. Personnellement, je suis abonné à Guru Focus. C'est un outil que j'utilise beaucoup. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités. Vous pouvez notamment voir les portefeuilles de certains grands acteurs de la finance comme par exemple Warren Buffett. Ou encore des fonds d'investissement comme Vanguard, etc. Vous pouvez voir leur position.
vous avez les ventes et les achats en interactif. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. C'est un outil qu'il faut apprendre à utiliser parce qu'il est très complet. Mais une fois qu'on sait l'utiliser, personnellement, en complément avec Zone Bourse, je trouve que c'est un outil qui est exceptionnel. Donc personnellement, ça m'a pas dérangé d'investir un petit peu pour justement avoir accès à cet outil. Donc encore une très belle société. Vous voyez qu'on est très bien noté pour Capgemini. Donc actuellement, on travaille à l'horizontale, mais vous voyez qu'on reste sous-évalué par rapport au potentiel de l'entreprise. En termes de fondamentaux, vous voyez qu'on a aussi une position de leader avec un léger avantage concurrentiel. Il faudra faire attention aux marges. Un ROE de 18 qui est supérieur au secteur d'activité. Donc quelque chose qui est assez positif. Pour la force financière, on ira voir tout ça juste après sur Zone Bourse. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en termes de revenus. Des revenus qui sont en croissance, une dette qui est maîtrisée, on arrive à faire du cash et ça c'est très important. Donc pour moi, il n'y a aucun signal négatif pour l'entreprise. Vous voyez qu'on a quand même un PER de 19, on est en dessous de 20, donc ça reste un PER qui est entre guillemets achetable, raisonnable. Des marges qui sont en croissance, ça c'est quelque chose d'intéressant, surtout dans la période qu'on a pu vivre récemment. Bon, effectivement, en 2020, comme tout le monde, quasiment, on a eu des difficultés. Ce qu'on va aller voir, c'est la situation bilancielle. Vous voyez qu'on a un leverage qui est inférieur à 2, qui a, comme pour les sociétés qu'on vient de voir, un leverage qui a un petit peu, pas explosé, mais augmenté en 2020. Et actuellement, on est sur un leverage qui est inférieur à 1, donc ce qui est une chose très intéressante. C'est pas grave si le leverage augmente un petit peu, ça veut dire que l'entreprise s'endette notamment pour investir, et donc c'est pas du tout une mauvaise chose. On est sur une entreprise qui est rentable, qui augmente même sa rentabilité d'année en année, et ça c'est une très bonne chose. Vous voyez que depuis 2018, on n'a fait qu'augmenter la rentabilité de l'entreprise. En termes de dividendes, c'est un détachement qui se fait une fois par an. Vous voyez que depuis 2006, on a un dividende qui est ininterrompu. Effectivement, bulle Internet, etc. Donc il y a eu des difficultés jusqu'en 2006, qui est quasi croissant tous les ans. Il y a une grosse augmentation depuis 2020. Effectivement, une baisse avec le Covid. Ça, vous savez que c'est des choses que je prends moins en compte. C'était un événement assez exceptionnel. Bon, ils l'ont maintenu tout de même, le dividende. Ils l'ont pas énormément baissé non plus. Donc, ça reste quand même du solide. Un rendement de 1,72%, mais vous savez que personnellement, c'est pas ça qui prend le pas sur le reste. Un payout ratio qui est de 34, donc c'est tout à fait correct. C'est une entreprise qui peut continuer d'investir. Pour moi, Capgemini, un dossier qui est très intéressant, sur lequel j'ai un PRU qui est assez bas, mais vous allez voir que je vais être prêt à payer le dossier, pas cher, mais que je vais quand même être prêt à le payer un petit peu moins cher qu'actuellement, mais plus cher que mon PRU, ce qui est normal finalement parce que c'est une entreprise qui croît et je pense qu'on ne reviendra jamais sur les PRU, sur mon PRU et sur les prix qu'on a connus à moins d'un gros crash comme dans les années 2000. Vous voyez qu'on n'a pas réatteint le sommet de la bulle Internet en termes de valeur de l'entreprise, ce qui finalement est une bonne chose. Ça veut dire que c'est une entreprise qui a pris le temps de croître, qui a pris le temps de se remettre de la bulle Internet, et actuellement on fait son petit chemin. Vous voyez, après le Covid on a explosé, et là on vient retravailler à l'horizontale, on commence à casser certains niveaux, ce qui est une bonne chose. Moi je vais avoir plusieurs ordres, un à 177, juste au-dessus du support qui est ici, et je vais en avoir un deuxième à 156, et s'il faut, je viendrai recharger plus bas, notamment à 220. En termes de répartition, je vous avais dit dans la vidéo sur l'ensemble de mon portefeuille PEA, je vous la mets juste ici pour ceux que ça intéresse, que je voulais augmenter mon exposition au secteur des technologies, sur mon PEA du moins, parce que je suis déjà très exposé sur mon CTO.
Donc, je vais moins recharger, par exemple, une entreprise comme Pernod Ricard qu'une entreprise comme Capgemini, qui a, d'un point de vue fondamental déjà de meilleures statistiques, qui pour moi a un potentiel de croissance qui est aussi important. Donc, je vais allouer une part plus importante au rechargement de Capgemini que par rapport au rechargement de Pernod Ricard. Idem pour Verallia, c'est une entreprise sur laquelle je suis rentré récemment et sur laquelle je veux construire une vraie position. Donc, je vais allouer aussi une part plus importante de mes investissements à Verallia. Une autre entreprise que je vais chercher à recharger, d'ailleurs, dans la semaine, je vais vous sortir une autre vidéo sur Amundi et vous verrez que mon avis n'est pas le même que pour Euronext, hein, ça reste du secteur de la finance, même s'ils n'ont pas le même ils n'ont pas les mêmes business finalement. Donc cette semaine, je vous fais une vidéo sur Amundi où vous allez voir que mon avis est différent que celui d'Euronext finalement. Donc Euronext, je vais chercher à recharger. Vous voyez que pour Guru Focus, on est actuellement légèrement sous-évalué. On a longtemps été surévalué, vous voyez que ça n'a pas loupé, notamment avec la guerre en Ukraine, on a chuté. Pour Euronext, par rapport à mon PRU, je suis à plus de 20% de plus-value latente, je ne vends pas, voilà, je vous expliquerai pourquoi après. C'est une société qui est assez solide, il va falloir notamment faire attention à la situation financière, mais c'est quelque chose que la société est en train de réguler, donc c'est une bonne chose. Vous voyez, si on va voir dans les warnings, effectivement, il y a le fait que l'action, elle a une croissance qui est plus rapide en termes de valorisation que la croissance des revenus. Donc attention, là l'enjeu, ça va être de ne pas acheter l'action trop haut. Le but, c'est pas de surpayer l'action, au contraire, c'est de l'acheter à un prix qui est raisonnable, voire si possible à un prix sous-évalué, comme on a pu le voir avec par exemple Pernod Ricard. Attention aussi aux marges qui sont en léger déclin, les marges opérationnelles, on va aller voir ça après. Mais sinon, il n'y a rien de rédhibitoire pour Euronext, et vous allez voir après qu'on a même une situation qui est plutôt très intéressante. Par exemple, vous voyez qu'en termes de profitabilité, on est très bien placé par rapport au secteur d'activité. On a un ROE de quasi 14, ce qui est supérieur à l'industrie, donc c'est une bonne chose. On a un PI ratio de quasiment 16, on est en dessous de 20, donc ça reste correct pour moi, même si je pense attendre ou espérer du moins une correction. Mais pour Euronext, je suis prêt à bloquer une petite partie de mon capital pour reprendre des positions. Et évidemment, si on venait à avoir vraiment des zones très intéressantes, j'effectuerais peut-être un arbitrage et je réinvestirais sur Euronext. On a des revenus qui sont en croissance, en très nette croissance. Ça explique aussi la croissance de la valeur de l'entreprise. Néanmoins, rappelez-vous du warning qu'on a vu, donc on va aller se positionner par rapport à ça. On va essayer d'aller voir ce qui se passe exactement sur Zone Bourse. On va donc parler finance. On ira voir en termes de rendement, là, je vois 3%, on ira voir le dividende juste après. On a des marges qui sont globalement en croissance. On a eu des difficultés avec 2020 et 2021. Notamment la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, etc. Même si en 2022, on est quand même en meilleure position. Donc là, l'un des enjeux, ça va être de continuer la progression de ces marges. Ensuite, en termes de situation bilancielle, vous voyez qu'effectivement en 2021, on a eu un leverage qui était haut, concrètement, de 80, c'est haut pour moi. Ils ont réussi à le diminuer, on est à 2,25, donc ce qui reste correct. Personnellement, je préférerais qu'on soit en dessous de 2, mais on voit que c'est une entreprise qui réussit à stabiliser sa situation. Vous voyez qu'on perd, si on compare la trésorerie par rapport à la dette, on est toujours en négatif, mais on arrive à réduire petit à petit ce trou qu'on a créé. Donc c'est plutôt
une bonne chose. Faut que ça continue dans ce sens-là. Moi, je suis positif sur Euronext. C'est une société qui gère notamment le CAC 40. Donc pour moi, ça reste quand même une entreprise qui a les reins solides. Un ROE qu'il va falloir essayer de remonter. Vous voyez que 2022 ça a été compliqué, les anticipations sont bonnes, mais il va pas falloir lâcher cet objectif, c'est l'un des objectifs de la société. Donc pour moi, effectivement, à ce prix-là, au vu de tout ce qu'on vient de dire, c'est pas une action que j'ai envie de payer ce prix-là. En revanche, vous voyez que là, on arrive sur une résistance qui est assez intéressante, sur laquelle on bute légèrement, et on pourrait revenir à des niveaux assez intéressants, notamment aux alentours des 70 €. Je pense que je vais légèrement recharger à ce niveau-là, et de façon plus importante, si on venait, vous voyez qu'on les avait pas touchés, mais je rechargerai de façon plus importante aux alentours des 60 €. Enfin, dernière société que je vais recharger, sur laquelle je vais placer des ordres, c'est GTT. GTT, vous voyez qu'on est actuellement très légèrement surévalué. Je ne vais pas vous refaire toute l'analyse fondamentale parce que je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Donc allez farfouiller dans la chaîne, allez fouiner dans la chaîne si vous voulez la retrouver. Ou si j'ai le temps, je vous la mettrai là. Mais voilà, GTT, une action que j'ai très envie de recharger de par son monopole, tout simplement. C'est plus un avantage concurrentiel, là c'est un quasi-monopole, de par la technologie qu'utilise l'entreprise, et qui est très demandée, avec un carnet. Vous voyez qu'en termes de momentum, on ira voir tout à l'heure en termes de visibilité sur zone bourse, on est très bien placé, on a un livret de commande qui est hyper important. Donc voilà, une entreprise très solide sur laquelle je veux recharger. Cependant, c'est pas une entreprise que je veux non plus surpayer. Donc, j'ai un PRU qui est assez bas aussi. Je vais commencer à recharger GTT aux alentours des 107 €. Donc, j'ai un ordre qui est déjà placé aux alentours des 107 €. Si jamais on venait à retrouver cette position-là, je commencerai à recharger. Et puis après, petit à petit, je vais vous mettre aussi le graphique en journalier. Petit à petit, j'irai recharger plus bas et notamment aux alentours des 96 €. C'est tout à fait possible que ce soit des zones qu'on n'atteigne pas, mais c'est quand même une entreprise dont on a beaucoup entendu parler. Les investisseurs s'y sont beaucoup intéressés. Et donc j'ai espoir quand même qu'on respire un petit peu sur cette position, par exemple autour des 106, avant d'aller peut-être chercher plus haut, parce que c'est une entreprise qui a l'air insolide. Vous voyez, en termes de visibilité, on est extrêmement bien noté, parce qu'il y a un carnet d'adresses qui est impressionnant. Oui, en termes de fondamentaux, c'est pareil. Donc forcément, une entreprise qui va falloir être prêt à payer avec un PER peut-être supérieur à 20, parce qu'elle a une super position sur le marché. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est comme ça que fonctionne la chaîne. Et moi je vous dis à dans la semaine pour une prochaine vidéo. La prochaine sera certainement sur Amundi.